La mise en œuvre de projets d'exploitation de substances minérales stratégiques de développement de secteurs des hydrocarbures, de l'électricité et de l'eau. C'est le thème qui régit la 5e édition de la matinée Géosciences Matgeo qui s'est tenue du 7 au 9 juin 2022 au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. On voit l'activité en RDC, particulièrement l'activité au niveau des hydrocarbures, qui part de l'exploration, production jusqu'à la distribution. Je crois que le fait que le pays a annoncé la mise sur le marché des blocs d'hydrocarbures est une opportunité pour le pays, une opportunité aussi pour les opérateurs économiques dans le secteur. Et je crois qu'il faudrait en profiter. Et j'encourage tous ceux qui sont ici présents et qui pourraient être intéressés à s'y investir. Et nous, au niveau de CEP, bien sûr, nous ne sommes pas dans l'exploration de production, mais nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, qui est, je dirais, le secteur des hydrocarbures dans le pays en matière de stockage et de transport des hydrocarbures. Et nous sommes ici présents justement pour participer à cette cérémonie-là dans ce cadre. Et donc, merci en tout cas de nous avoir invités. Nous sommes très heureux et fiers de participer à cette cérémonie. Merci. Organisé par Mashweight Company, en collaboration avec les réseaux de géologues du Congo, RGC, l'Association des géologues du Congo, AGECO, et l'Organisation des géologues du Congo, OGC, cette matinée a connu 3 jours de conférences, notamment sur les découvertes et l'exploitation des minéraux stratégiques, la relance de l'exploration-production, le transport et le stockage des hydrocarbures, la géotechnique des administrations des secteurs, pour ne citer que ceux-là dans différents domaines. Pour la première journée, le représentant du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, nommé Innocent Bungania, a prononcé son discours au nom du ministre. Il souligne l'importance du secteur minier dans le budget de la République démocratique du Congo et note des avancées notables concernant les minéraux stratégiques pour l'accomplissement de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'exploitation minière en RDC, qu'elle soit industrielle ou artisanale, est considérée comme un facteur clé de l'économie. Plus d'un tiers des recettes publiques proviennent de ce secteur. Cependant, le revenu provenant de ce secteur n'a pas jusqu'ici, comme démontrent les différentes statistiques, amélioré sensiblement les sociales de nos populations. Faute de la transformation au niveau local, susceptible de créer de la valeur ajoutée et des emplois décents. Face à ces défis, le ministère de l'Industrie s'est doté de son plan directeur d'industrialisation qui préconise la valorisation minière et métallurgique par l'approche des chaînes de valeur et le développement des zones industrielles. Cette approche consiste en la transformation industrielle de produits miniers stratégiques en produits finis et ou semi-finis devant se greffer dans le processus de production d'autres produits. Il y a lieu de noter des avancées notables en ce qui concerne les minéraux stratégiques, notamment dans le cobalt et le lithium, principales matières premières stratégiques pour la fabrication des composants de batteries à ion lithium et accessoires des véhicules électriques. Ce qui place la RDC, notre pays, au rang de pays solution dans le cadre de la transition énergétique. En outre, le ministère de l'Industrie envisage à garantir la qualité dans la fabrication de ces composantes et accessoires par l'adoption des normes y afférentes, catalyseurs de l'exportation de produits des minéraux stratégiques Made in Congo. Ainsi, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Industrie, souhaite l'apport de tous les secteurs pour l'accomplissement de la vision du chef de l'État en vue de la transformation socio-économique de la République démocratique du Congo. La journée a été ouverte par le ministre de Mines Godard Motemona. Rendant lui aussi hommage au chef de l'État et aux organisateurs, le ministre de Mines insiste sur la nécessité de la connaissance géologique du territoire national afin d'appliquer le thème choisi,
Cette 5e édition des matinées géosciences vient ainsi répondre aux grandes questions et défis de l'heure. En effet, en ce qui concerne le secteur minier, face aux enjeux et turbulences politico-économiques qui s'observent à travers le monde, je formule le vœu de voir les participants se pencher sur les questions relatives à la recherche, à l'exploitation et à la commercialisation des substances minérales stratégiques. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre des projets d'exploitation des substances minérales stratégiques nécessite la connaissance approfondie géologique de notre territoire national, démarche qui constitue l'une des priorités du ministère des Mines. Soucieux de matérialiser cette mise en œuvre, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Mines, a signé dernièrement avec la firme Scalibur un avenant au contrat relatif à la cartographie géophysique, aéroportée et géologique, portant sur la poursuite des travaux dans les zones de recherche géologique. Ces travaux seront réalisés par cette firme en collaboration avec le service géologique national du Congo, dans le but de découvrir de nouveaux gisements regorgeant des ressources minérales importantes en substances minérales stratégiques, ce qui permettra à notre pays de négocier avec ses futurs partenaires à réel prix. Mesdames et messieurs, la question de la transition énergétique préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans la mesure où elle relève que les métaux utilisés peuvent être soumis à des risques significatifs, notamment les risques d'approvisionnement. C'est dans ce contexte que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'emploie à lutter contre ces risques sur toute la chaîne de valeur par sa volonté de, premier tiret, découvrir de nouveaux gisements de métaux stratégiques encore cachés dans des sous-sols jusqu'à la certification des réserves minérales. Deuxième tiret, mettre en exploitation les gisements ainsi découverts pour aboutir à la production et à la commercialisation des produits miniers qui interviennent dans la transition énergétique. Troisième et dernier tiret, développer une chaîne de valeur des batteries, des véhicules électriques et d'autres équipements impliqués dans la transition énergétique pour une croissance verte. Ainsi s'en est suivi la présentation des Kibali Gold Mines par le directeur technique chargé de l'exploration, Étienne Mwandali. Il a partagé avec l'assistance sur les différents gisements découverts et testés par son entreprise. Notre intervention a été sur l'exposé sur le contrôle géologique de la minéralisation dans les gisements de Kibali. Je commence par apprécier ces genres d'organisations qui sont d'une importance capitale par rapport aux scientifiques qui partagent les différentes expériences, les différentes observations, et un champ où les échanges constituent à mettre à jour par rapport aux différentes recherches que les gens font par rapport aux différentes sociétés, qui est appréciable. Et en ce qui concerne Kibali, nous avons essayé de mettre à jour ou de donner la mise à jour par rapport à nos activités que nous étions en train de faire. Nous avons essayé d'expliquer en quoi consiste notre gisement et quels sont les contrôles de la minéralisation de ces gisements, principalement de KCD. Et nous avons regardé également quelles sont les opportunités que nous avons et que notre
notre permis ou notre concession nous présente en dehors des gisements connus et quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à notre société, et principalement sur le plan géologique et sur le plan de l'exploration. Oui, en tant que Barrick, déjà, qui est notre groupe, nous sommes déjà opérationnels dans le monde. Nous sommes la deuxième société la plus grande au monde dans l'or. Et nous sommes aussi dans d'autres commodités comme le cuivre sur d'autres continents où nous sommes. Et nous, en Afrique, présentement, nous avons des gisements de cuivre. En Zambie, nous avons également des perspectives pour en fait entrer aussi dans le cuivre au Congo. Et nous voyons comment exploiter cette direction-là également. Vu que nous avons déjà l'expertise, nous avons déjà l'expérience par rapport à d'autres gisements que nous exploitons déjà, nous regardons aussi sur cette direction. Le deuxième exposé de la première journée était celui de l'ingénieur Badossa sur les études de préfaisabilité. Le conférencier a donné les différentes catégories des études faisables et leur contexte. Une étude de faisabilité d'un projet minier, c'est un tableau de bord qui éclaire l'investisseur et le gouvernement pour que le gisement exploité puisse être exploité économiquement rentable. Ça veut dire que il faut faire la recherche donc des minéraux. Après cette recherche, il faut quantifier en termes des ressources minérales ces minéraux. Et notre directive dont parle l'annexe 16 du règlement minier, nous avons catégorisé les ressources minérales en 3. La première catégorie, ce sont des ressources minérales inférées, qui sont de degrés inférieurs. Deuxième catégorie, ce sont des ressources minérales indiquées, qui sont de degrés moyens. Et troisième catégorie, ce sont des ressources minérales mesurées. Et notre directive se focalise beaucoup plus sur ces ressources minérales mesurées auxquelles il faut intégrer des paramètres techniques, économiques, financiers, environnementaux, sociaux, ainsi de suite, pour transformer ces ressources minérales mesurées en réserves minérales prouvées. Et c'est ce qui fait le fondement d'une étude de faisabilité. Lorsque on a des réserves minérales prouvées, donc là, on parle de la certification des réserves minérales prouvées parce que ce sont des réserves de degrés supérieurs qui justifient la rentabilité de l'exploitation d'un gisement. Pour sa part, le professeur Kassongonomi a entretenu l'assistance sur les énergies renouvelables à travers l'hydrogène. Il appelle le Congolais à s'approprier cet élément générateur de richesse pour l'avenir. Tous les chercheurs savaient que l'hydrogène va finir par remplacer le pétrole. Lorsque je publie mes 3 livres, l'un en 2007, l'autre en 2008, qui se vendent d'ailleurs à la librairie des Grands Lacs sur le boulevard entre l'avenue Wangata et Willery, on pensait que c'est quand les gisements de pétrole seront épuisés. Or, avec la conférence de Paris et celle de Glasgow sur le climat, on doit abandonner les énergies fossiles avant l'épuisement, parce qu'il y a d'ailleurs plusieurs pays qui vont... L'Angleterre va arrêter en 2030 la fabrication de véhicules à essence et diesel. Le Norvège les pays du Nord l'arrêtent en 2025. Donc,
l'hydrogène va remplacer certainement. Or, la RDC, pour produire l'hydrogène, il faut l'électricité propre. Et la RDC n'a pas de concurrent pour rivaliser. Les pays, tous qui parlent beaucoup, ont l'ambition de produire 600 000 tonnes par an, au maximum 1 million, mais la RDC peut atteindre 10 millions de tonnes, donc 10 fois plus qu'un pays. Donc la RDC, c'est son droit. Et c'est la seule façon de booster l'agriculture, parce qu'avec l'hydrogène, on va fabriquer les engrais. C'est la seule façon d'électrifier notre pays, parce qu'avant, comme chaque territoire peut produire beaucoup d'hydrogène, ce n'est pas comme le cuivre qui sont à un endroit, le cuivre, le cobalt, l'or qui sont à un endroit. L'hydrogène se trouve pratiquement dans chaque territoire, dans chaque chefferie. Pour clore la première journée, le professeur Kelly Nzambe s'est apaisanti sur les métaux oubliés en République démocratique du Congo, qui sont pourtant générateurs de richesses dans d'autres pays du monde. Bon, nous, notre rôle, c'est de faire le plaidoyer pour tout ce qui est oublié. Nous espérons qu'à un certain moment, les décideurs seront forcés de nous écouter, puisque nous ne pouvons pas continuer à parler du scandale géologique pour la RDC et continuer à exploiter jusqu'à présent seulement 14 substances différentes, alors que les pays qui sont presque au même niveau minier que nous produisent 59, 61 substances différentes. Donc cet état des choses doit absolument changer. Voilà pourquoi nous voulons insister sur la valorisation de ce que nous qualifions comme étant des minerais oubliés. Nous avons contacté le directeur général de Mash Weight Company à la fin de la journée, qui a donné un aperçu de cette 5e édition de la matinée des géosciences. Nous répondons justement à l'appel du chef de l'État qui veut que ce soit des périodes d'action. Et dans les actions, nous avons pensé pour le secteur minier qui vient de se passer le premier jour, aux minerais stratégiques et voir avec tous les experts quels sont non seulement nos minerais stratégiques, mais comment nous pouvons les mettre en valeur, mais aussi comment on peut rechercher les autres minerais qu'on a oubliés et qui, dans d'autres pays, font le bonheur des peuples. Donc nous pensons que pour cette première journée, nous avons également eu la participation du professeur Kassongo qui particulièrement nous a montré les avantages qu'il y a dans l'hydrogène. Demain, ça sera autre chose, mais aujourd'hui, nous avons été surtout satisfaits de travaux menés par Kibali, qui est une société qui a des méthodes d'exploitation et de développement qui sont très modernes. Et on voit Kibali, une société où l'exploration est permanente et on sent des découvertes qui continuent de se faire et on se rend compte que c'est une société qui a un avenir radieux. Nous pensons qu'on a encore une exploitation d'or sur un minimum de 100 ans sans discontinuer. Les objectifs que nous avons, c'est non seulement mettre en valeur nos ressources, mais aussi il faudra que la population en bénéficie. Nous voyons le modèle Kibali. Le modèle Kibali est clair. Non seulement qu'on exploite, mais on s'occupe également des communautés locales. Donc on développe les infrastructures de base comme la route, comme l'agriculture, comme la santé et comme l'éducation. Je crois que ces choses-là, et quand vous avez à tout ça, vous ajoutez l'énergie, c'est que c'est ça le développement. Donc vous avez un milieu rural qui n'est pas comme un milieu rural, où vous avez tous les services, où vous pouvez vous faire soigner, vous pouvez manger convenablement, vous pouvez faire étudier vos enfants. C'est ce qu'on demande aux sociétés de faire. Mais malheureusement, il y en a qui ne le font pas. Vous avez vu, il y a un rapport de la banque qui avait montré que entre une certaine année et une autre, on avait exporté pour 50 milliards de dollars de minerais, mais qu'en revanche, la RDC n'a reçu que moins d'1 milliard. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'en 5 ans, on fournit des efforts, on exploite notre pays, ça va, et nous n'avons rien. Je crois que c'est par rapport à cela que le code minier a été révisité et le règlement lui-même a été enrichi. Et aujourd'hui, vous avez entendu ce que M. Badossa a dit. Il dit que par rapport aux études de faisabilité, il faudra qu'on montre justement l'impact de tout ce que vous allez faire comme exploitation
sur l'économie du pays, sur les communautés locales. Donc vous ne pouvez pas travailler dans notre pays désormais en se disant on vient, on exploite, on prend, on vend à l'extérieur, on garde l'argent à l'extérieur, on reste. Je crois qu'aujourd'hui, ce règlement minier qui met en exergue l'étude de faisabilité, qui est approuvée d'ailleurs par la cellule technique de planification minière, nous pensons que c'est des choses qui commencent à changer et c'est des choses qui peuvent amener le développement. Pour la deuxième journée consacrée au pétrole et au gaz, Célestine Tanzambi, directrice générale de la société Sonatrach, a prononcé son discours d'ouverture. Elle rappelle les ressources en hydrocarbures qui regorgent la République démocratique du Congo, qui demande d'accroître les travaux de recherche pour être mieux exploités. Ainsi, des appels d'offres seront lancés d'ici peu par le gouvernement. D'emblée, ici est de relever que les activités de ces secteurs économiques stratégiques de la vie nationale n'ont pas assez généré de revenus pouvant contribuer de manière substantielle au développement durable de la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, notre pays regorge des ressources potentielles en hydrocarbures. Avec ces 3 bassins sédimentaires, entre autres les bassins côtiers, celui de la Cuvette centrale et du Gabin est-africain, à ce jour, on note peu d'avancées dans l'exploitation de ces ressources, ce qui est dû notamment à un faible taux de travaux d'exploration et le nombre de sociétés engagées dans la recherche pétrolière et gazière. Ainsi, la RDC, sous l'expression de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par l'entremise du ministère des Hydrocarbures, les appels d'offres seront lancés au mois de juillet 2022. Cette activité aboutira à coup sûr à la relance des travaux d'exploration et la rue des sociétés pétrolières internationales. Je vous souhaite la bienvenue à ces forums et des discussions fructueuses. Cette journée est réservée au secteur pétrolier et notre journée. Voilà pourquoi je déclare ouverte la journée pétrole et gaz des matinées géosciences et je vous remercie. Le gros de la journée a été dédié à la présentation de la Société nationale du pétrole du Congo-Brazza voisin, SNPC, qui a mobilisé une forte délégation sous la houlette de Mbama Gaporod Mesmin, le directeur général de la Sonarep, la filière de recherche pétrolière. Pour le DG de la Sonarep, la délégation de Brazza est venue partager son expérience avec les frères et sœurs de Kinshasa. Écoutez, la SNPC y participe parce que ça fait plusieurs années que nous sommes invités. Nos amis de la RDC considèrent que la SNPC en tant que société nationale d'un pays voisin est un modèle et il y a des choses à apprendre au niveau de la SNPC et nous venons leur partager notre expérience de société nationale qui existe depuis 24 ans maintenant. Ce matin, nous avons parlé de l'organisation du groupe SNPC avec ses activités au niveau des filiales, en précisant que c'est un groupe qui intervient de l'amont jusqu'à l'aval avec tout type de filiales pour satisfaire les missions qui lui sont confiées par l'État, qui est, pour résumer, le bras armé de la République en ce qui concerne la politique des hydrocarbures sous le contrôle, bien entendu, du gouvernement de la République du Congo. Alors, je n'irai pas parler de coopération entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Cela se fait au niveau gouvernemental. Mais je sais que j'ai rencontré notre collègue directrice générale de la Société nationale des hydrocarbures du Congo démocratique. Oui, il y a des possibilités de collaboration sur la base de ce qu'ils savent que nous sommes en train de faire depuis quelques années.
Pour le moment, il n'y a rien d'établi, mais je sais qu'il y a des contacts qui ont été pris récemment et qui vont se poursuivre pour voir dans quel cadre nous pouvons collaborer entre les deux sociétés nationales déjà. Quant à ce qui concerne les États, oui, au niveau gouvernemental, il y a probablement des choses qui se feront, mais ce n'est pas l'objet de notre intervention de ce jour. L'autre intervention de la SNPC, c'est celle de Séraphin Romuald Tsono, chef de division de sciences et exploration. Il a parlé de l'amont pétrolier où il fait état des différentes recherches, les explorations et exploitations effectuées dans les différents blocs du Congo-Brazza. Notre intervention de ce matin a concerné, dans le cadre d'un focus sur la SNPC, c'est de présenter les activités qui sont exercées au niveau de la SNPC, notamment particulièrement au niveau de l'amont pétrolier. Donc la SNPC, comme une société de recherche et de production en hydrocarbures, a un pôle amont dans lequel nous faisons de la recherche, l'exploration et l'exploitation des gisements des hydrocarbures. Et donc nous avons présenté au cours de ces matinées géosciences quelle était notre activité sur l'amont pétrolier, notamment quels sont les permis que nous exploitons, quels sont les projets à venir, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Nous avons parlé du projet d'exploration de l'hydrogène naturel dans le bassin de la Cuvette. Nous avons parlé du potentiel que offre le bassin intérieur, le bassin côtier sur l'enfouissement du carbone une fois qu'on aurait décarboné, on aurait enlevé le carbone des hydrocarbures, la possibilité qu'offrent donc les réservoirs du bassin côtier pour l'enfouissement de ce carbone-là. Ce qui va avoir un impact sur la réduction de l'empreinte carbone sur l'exploitation des hydrocarbures liquides au niveau du Congo, liquides ou gazeux au niveau du Congo. Nous avons aussi présenté la valorisation du gaz, le master plan, ce que le Congo entend de valoriser ses ressources gazières pour le bénéfice donc de la production des hydrocarbures, de la production de l'énergie électrique et la production des engrais chimiques. Retournons en République démocratique du Congo pour parler des subventions qu'elle en accorde à plusieurs sociétés pétrolières, ce qui fait perdre au gouvernement central plus de 70 millions de dollars chaque mois. C'est ce dont parle Joseph Bafala, l'un des cadres de la Sonatrach, tirant sa sonnette d'alarme. Le message était clair. Quand les organisateurs m'ont invité comme speaker, ils m'ont demandé de pouvoir parler sur la cité des prix des produits pétroliers. Et de là, j'ai eu à démontrer à l'auditoire que la République démocratique du Congo dispose de tous les atouts pour pouvoir mieux gérer ce secteur et éviter les pénuries que nous sommes en train de voir. Tout part de la cité des prix. Tout part de la cité des prix. Pourquoi? Nous avons des sociétés et des infrastructures qui existent. Il y a Sonatrach, qui est une société nationale. Il y a CEP, que la République démocratique du Congo est majoritaire. Et il y a des sociétés qui sont autour et les privés qui peuvent aider le gouvernement congolais, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, à mieux gérer ce secteur. Il est inadmissible que des sociétés étrangères puissent venir et gagner autant d'argent que ceux qui sont en train de gagner. Vous arrivez à pouvoir fixer les montants. Les montants sont fixés à l'avance, c'est-à-dire vous allez trouver Saucir avec 2 742 000 $, CEP avec 6 millions de dollars, les Rescom avec 2 500 000 $, SCP, SPCA, qui c'est Cobil, avec 1 500 000 et les sociétés commerciales avec 4 500 000, 5 millions de dollars. Pour quelle raison? Cet argent que l'État est en train de subventionner, donner chaque jour à ces sociétés qui sont, en plus, en tout cas surtout, des sociétés commerciales
une société commerciale va vivre dans l'environnement commercial de ces pays. S'ils sont incapables de pouvoir résister, qu'ils partent, parce qu'il y a des indépendants, des privés qui sont en train de fonctionner aujourd'hui et qui sont en train de servir. L'Est du pays, c'est pratiquement les privés. Vous arrivez au sud du pays, c'est les privés. Et ici à Kinshasa, vous voyez comment les privés sont en train de se battre. L'État ne leur donne pas autant de millions. Vous donnez à 3-4 entreprises 4 millions de dollars, alors que ces entreprises ne disposent pas plus de 20 travailleurs chacun. Alors nous sommes en train de perdre pas moins de 50 à 70 millions de dollars par mois pour satisfaire les sociétés. Avec comme arme le chantage, les produits vont augmenter, il y a ceci. Dans tous les pays du monde, les prix peut-être en France aujourd'hui, c'est 2 euros le litre. Mais 2 euros de litre de la France, il y a l'argent qui entre pour compte du trésor public. L'argent ne va pas dans les poches des sociétés qui sont en train de vendre. Non, il y a des taxes. S'il faut que nous puissions arriver même à 2 dollars le litre, ici chez nous, mais que l'argent entre dans le compte du trésor public. Pascaline Barouagny, femme ingénieure géophysicienne, a partagé sur le lac Kivu en République démocratique du Congo. Ces lacs pleins de gaz restent inexploités, ce qui le rend très dangereux à la fois pour la population humaine et aquatique. Le plus important d'abord, c'est de dire que ces lacs a une grande quantité de gaz que nous pouvons exploiter. Et ce gaz, l'exploitation de ces gaz a 2 avantages. Premièrement, c'est une source d'énergie et qui est donc avantage économique. Et deuxièmement, l'avantage, c'est que nous allons mettre la population hors de danger. Récemment, il a été trouvé au long de ces lacs, je peux dire, de cadavres de poissons dans la nuit du 2 au 3. C'est un signe précurseur qui pourra dire que le danger est imminent dans ce lac. Non, ce gaz n'est pas utilisé par la RDC jusque-là. Donc c'est une ressource non exploitée qui reste là et qui pourrit au fond de ce lac depuis de milliers d'années. Parmi les conférenciers, il y a Mawaya, qui est ingénieur géophysicien. Il a partagé avec l'assistance la problématique de métaux critiques que l'on retrouve en République démocratique du Congo et que l'on n'exploite malheureusement pas. L'ingénieur Mawaya sera suivi dans les exposés par Ricky Mwalaba, chef de département des géosciences à la Sonaïdroc, qui a parlé de la relance des activités pétrolières en République démocratique du Congo. Dans le cadre de cette matinée géosciences, il nous a été demandé de parler sur la relance de l'exploration pétrolière en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir que ça fait un bout de temps que le Congo n'a pas été active dans l'exploration pétrolière. Il y a à une certaine époque, donc autour des années 2007 et 2010, quelques sociétés qui œuvraient plus particulièrement au niveau du bassin côtier. Et aujourd'hui, nous pouvons compter que sur Stream, qui reste actif dans le bassin côtier et qui va forer d'ici la fin de l'année depuis. Alors, la RDC étant un grand pays avec beaucoup de potentiel, que nous avons estimé à plusieurs milliards de dollars, alors il était temps, surtout qu'aujourd'hui avec ces barils qui a atteint près de 121 $, donc il était temps que nous puissions nous concentrer, que nous puissions lancer les appels d'offres. Voilà pourquoi le président de la République, sous son impulsion et avec l'accompagnement du ministre des Hydrocarbures, aujourd'hui nous pouvons parler des appels d'offres qui seront lancés d'ici là et il y a près de 16 blocs qui seront soumis aux appels d'offres. La troisième journée de cette 5e édition de la matinée Géosciences a été aussi mouvementée que les 2 premières. Consacrée à l'eau et l'électricité, la journée a été ouverte par le discours de Nadège Doubié, PDG de Water Solutions, une entreprise spécialisée dans le forage pour l'acquisition de l'eau potable. Nadège Doubié a fait d'une pierre 2 coups en présentant juste après son discours Water Solutions, l'entreprise dont elle mène la destinée. L'eau, c'est la vie. Donc, c'est la partie la plus importante de la vie d'un être humain.
c'est-à-dire pour le développement de bas âge jusqu'à la fin de nos vies. L'importance de l'eau en RDC est actuellement en tant qu'urgence, parce qu'on en manque partout. 30% seulement de la population en RDC est servie en eau potable, donc c'est un grand déficit qui se pose et on aura vraiment besoin de l'aide pour essayer d'améliorer cette situation. Okay. L'apport de Water Solutions, nous sommes une société, une structure d'adduction d'eau. On spécialise dans le forage. Vous savez, les forages n'est pas nécessairement la seule solution. Il y a d'autres solutions, des captages, etc. Dans d'autres pays en Afrique et dans d'autres pays en Europe, tant que le Canada, la Suisse, ils utilisent beaucoup des forages pour créer les réseaux d'eau pour la distribution dans ces coins-là. Alors, Water Solutions, jusque-là, nous sommes une société privée de droit congolaise. Nous spécialisons dans le forage, mais notre spécification, c'est que peu importe ce qu'on va faire comme forage, on doit produire de l'eau potable et non l'eau qui est polluée. C'est-à-dire, on donne l'importance à l'aquifère que nous allons capter. Donc un aquifère captif avec assez de production pour donner. La sensibilisation, c'est ce qu'on est plus en train de faire maintenant pour essayer de faire comprendre tout le monde que ce n'est pas n'importe quel forage qui sert de l'eau qui est bon pour la société, pour la population. Mais c'est plutôt avoir la possibilité d'avoir une société qui va vous fournir de l'eau potable. L'ingénieur Eli Manouana est intervenu pour parler de Bloc 18, l'un des blocs de la République démocratique du Congo, mis en appel d'offres par le ministère des Hydrocarbures. Nous avons parlé d'un des blocs mis en appel d'offres par le ministère des Hydrocarbures. Vous savez qu'on a mis 16 blocs en appel d'offres et nous avons voulu analyser les données d'un de ces blocs pour s'assurer de la pertinence des données de ce bloc. Voilà. On peut tirer des informations très importantes, hormis le fait que le bloc puisse contenir des données insuffisantes, mais néanmoins avec les données que nous possédons, nous avons tiré des résultats importants, notamment sur le plan structural, sur le plan géologique, et ce bloc a un réel intérêt pétrolier et a sa place en fait parmi les blocs mis en appel d'offres par le gouvernement. Je vous conseillerais bel et bien de prendre ce bloc parce que nous avons remarqué que dans la partie nord et dans la partie sud-ouest, il y a des structures très intéressantes et avec des études beaucoup plus approfondies, nous pouvons trouver des hydrocarbures en très grande quantité. Le gros de la troisième journée a été dédié au transport des hydrocarbures, notamment à travers les pipelines. C'est ainsi que le professeur Bolambonga insiste pour qu'on envisage un grand projet de pipeline sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le sujet sur le transport des hydrocarbures a été encore approfondi par Yves-Pierre Kadima Kabangou, directeur technique adjoint de l'entreprise CEP Congo. Il est aussi responsable des opérations pipeline dont il nous explique la constitution des réseaux et son fonctionnement à travers la République démocratique du Congo. Un réseau de pipeline, c'est un réseau de transport. C'est vrai que face à la pénurie des produits pétroliers dans la ville, on a fait un gros focus sur CEP, mais CEP n'est qu'un transporteur de produits disponibles. Et ce réseau de pipeline qui est comme je pourrais dire, un canal de transport très capital pour notre pays, part aujourd'hui de Matadi jusqu'à Kinshasa. Il est composé de 2 pipelines de 6 pouces qui permettent de transporter jusqu'à 1 million de mètres cubes par an. Et arrivé à Kinshasa, il se déploie encore au travers d'un réseau de 3 pipelines qui vont jusqu'au siège, au centre-ville de Kinshasa, et un autre réseau qui va vers l'aéroport de Njili. Cette infrastructure, elle existe depuis bien longtemps, depuis 1913. Elle est constamment maintenue et entretenue. Et elle est donc en état de satisfaire aux besoins de tous nos compatriotes dès lors qu'on a du produit disponible à transporter. Non, CEP Congo n'est pas à Kinshasa uniquement. On a au total on a un maillage quasi national. On a aujourd'hui 238 000 m3 de capacité de stockage repartis sur 40 dépôts à travers la République. On essaie vraiment d'être au plus près des consommateurs partout où c'est possible. Le dernier exposé de la journée a été développé par le professeur Samané de l'université CEPROMAD sur le management entrepreneurial dans le secteur des matières stratégiques. Le professeur, qui est aussi PCA de CEPROMAD, encourage l'assistance à promouvoir l'entrepreneuriat. J'ai essayé de partager cette expérience en disant, si vous étiez conseiller du président de la République et que le président a dit pendant mon mandat, je vais former au moins quelques millionnaires, comment pouvez-vous procéder pour trouver des millionnaires qui ne vont pas être
noyer dans la corruption, qui ne vont pas voler l'argent, mais qui vont plutôt créer l'argent pour que notre pays se développe, pour qu'on puisse engager les Congolais dans tous les sens. Alors on l'a fait, et tout simplement comme solution, de un, il faut avoir une dose de management. C'est-à-dire le management est indispensable dans tous les domaines et dans tout ce qu'il y a comme entreprise, tant public que privé. C'est ça qui a fait des États-Unis, de la Chine, des pays des BRICS, des pays développés, qui ont fait un mouvement exponentiel pour pouvoir en 40 ans atteindre les niveaux qu'ils ont atteints. Mais maintenant, comment est-ce que nous pourrons éventuellement les faire? Il faudra d'abord qu'on puisse tenir compte de notre culture, de notre contingence. Comme ça, tout ce qu'il y a comme domaine scientifique dans lequel nous allons apprendre, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout ailleurs, nous ne venons pas ici pour faire le copier-coller, pour dire nous avons été ceci, mais essayer plutôt d'appliquer cela et d'adapter ça à notre environnement. Ainsi se clôture la 5e édition de la matinée Géosciences dans un esprit de convivialité, sur une note de satisfaction de tous les participants et surtout des têtes encore bien faites, des informations ajoutées aux connaissances existantes, avec l'espoir que la prochaine édition sera de plus en plus enrichissante. L'arrêté magnifique a parlé de l'argent. Il faut être millionnaire. Nous disons, on n'a pas honte de n'être pauvre, puisque lorsque nous naissons tous nus. Mais il y a honte à mourir pauvre. Est-ce que vous m'avez entendu? Raison pour laquelle nous disons ceci. Les miniers sont arrivés, ils ont investi. Il y a la loi sur la sous-traitance. Nous demandons aux populations autochtones de créer des entreprises de sous-traitance. Et pour pouvoir créer les entreprises de sous-traitance, il faut un esprit de créativité. Et le management, c'est quoi? C'est la créativité. Le management, c'est quoi? C'est l'innovation. À travers cette innovation, à travers cet esprit de créativité, les autochtones, créer leurs propres entreprises, avec comme conséquence, créer de l'emploi, combattre le chômage dans les pays et combattre la pauvreté.